Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et aujourd'hui, fin de la Cinquième République, annonce du nouveau gouvernement, plein de nouvelles actualités politiques. Il n'y a pas une seule semaine où je m'ennuie à essayer de trouver les actualités dont il serait intéressant de parler. Et donc, nous continuons sur cette lancée de nos forums du Parti de la France. Et pour ce soir, nous avons deux invités, deux cadres du Parti de la France, deux membres du bureau politique. Tout d'abord, le président Thomas Joly. Bonsoir, président. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Je suis en bonne forme. J'ai repris la boxe là après plusieurs mois d'arrêt suite à des blessures de vieux, hein, on va dire. En fait, la carcasse qui a du mal à suivre. Et en fait, j'ai repris la boxe et là, j'avais peur de me blesser de nouveau dès les premiers entraînements. Et non, ça va. Je suis en très bonne forme. Je suis affûté. Ah, et bien formidable. Nous vous souhaitons le meilleur pendant votre reprise de cette discipline sportive. Et nous avons avec nous notre historien préféré. Vous avez la joie de l'entendre lors de ses chroniques historiques, notamment sur notre chaîne YouTube Le Parti de la France. Scipion de Salm. Scipion de Salm, vous êtes également chroniqueur chez Rivarol. Bonsoir Scipion. Comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, eh bien la grande forme, hein, tant mieux. Alors, puisque nous sommes tous les trois en forme, je vous propose que nous commencions directement à parler de nos sujets. Et nos sujets, on en a un petit paquet, on en a à peu près un peu moins de 10. Donc, justement, Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, aurait transmis une liste de noms finalisés à Emmanuel Macron. Enfin, si j'ose dire, Thomas Joly, pourquoi, à votre avis, ça tarde autant l'annonce de ce fameux nouveau gouvernement? Alors, il y a peut-être plusieurs pistes. Déjà, je pense que ça tarde pour la bonne raison qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui veut y aller. Déjà, d'une part, on a vu le sketch interminable pour la nomination d'un Premier ministre. On a vu que comment pour nous sortir Michel Barnier du chapeau, voilà, un homme, il est assez bien adapté puisqu'en fait on est dans une situation de type troisième, quatrième République. Et on nous sort un homme en fait qui n'est pas si vieux que ça, il a 73 ans, donc il n'a pas connu en temps comme politique la quatrième République, mais qui est vraiment, voilà, on dirait qu'il a été conservé dans du formol et qu'on le sort de cette époque. Donc il convient à peu près, Macron a dû se dire, il faut quelqu'un qui ne fâche personne, donc il a mis quand même 2 mois à trouver ce Premier ministre, parce que c'est vrai que notre président de la République était bien embêté, puisqu'il avait créé lui-même cette situation, et vu que c'est quelqu'un qui veut toujours avoir son mot à dire, et qui croit toujours avoir la main, il s'est dit, voilà, il faut que j'arrive à trouver quelqu'un qui arrive à faire consensus. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que la Ve République, quand même, existe depuis 1958, et sous sa forme présidentielle depuis qui a été établie quelques années après. Et c'est qu'en fait, notre personnel politique n'est pas prêt du tout, on l'a vu, à un gouvernement de compromis. C'est-à-dire que tout le monde reste figé sur ses positions et n'imagine pas une seule seconde de pratiquer voilà, une gouvernance, même si je n'aime pas ce mot-là, comme cela pouvait se faire sous la troisième, la quatrième République, qui était en fait le compromis, qui était les tractations de couloirs ou d'antichambre, qui permettaient, voilà, tant bien que mal, de gouverner. Et là, on voit qu'aucune des forces politiques, ni même aucun des protagonistes, puisque on voit que chacun essaye voilà, de jouer sa carte personnelle, de faire passer ses ambitions personnelles. Alors je parle pour ceux qui se voient déjà candidats en 2027 et également pour les autres qui se disent mais voilà, si je lâche mon poste de député pour être ministre, ça ne peut durer qu'un mois ou deux, voire encore moins s'il y a une motion de censure, donc est-ce que ça vaut le coup? Donc je pense qu'avec tous ces éléments, on a vu la difficulté qu'il y a eu pour trouver
un Premier ministre qui ne se fasse pas, voilà, qui ne soit pas victime d'une censure immédiate, puisque il fallait composer avec comment les débris de la Macronie, enfin la Macronie, ils ont quand même quelques députés, mais ils sont minoritaires, avec voilà les véritables débris des Républicains qui eux arrivent à tirer leur épingle du jeu de manière miraculeuse. Puisque en ayant fait 5% des voix sur toute la France, ils parviennent en gros à accéder à l'exécutif, et avec un Rassemblement national qui se retrouve faiseur de roi, qui peut évidemment comment provoquer la chute du gouvernement très facilement en votant une motion de censure que l'extrême gauche, qui est évidemment furieuse, ulcérée, hystérique, puisque ils ont l'impression de s'être fait voler la victoire, alors que en fait personne n'a gagné, tout le monde a perdu, et qu'on se retrouve dans cette situation où il faut créer des coalitions, créer des alliances aussi disparates qu'elles puissent être. Donc là, en fait, c'est un gouvernement, on va voir alors ce qui va se passer, mais alors déjà, ne serait-ce que pour le composer, quand on regarde les noms, mais voilà, on a affaire alors avec quelques rescapés de la Macronie, comme Monsieur le Cornu, par exemple, comme Madame Agnès Pannier-Runacher. Encore tout cela n'est pas, c'est ce que la presse a sorti. Donc on voit quand même quelques survivants de la Macronie. Voilà, des mercenaires comme Rachida Dati, qui, elle, évidemment, dès qu'on lui propose un poste de ministre, donc on la voit, elle resterait soit à la culture, ou elle irait même à l'éducation nationale, pourquoi pas. Enfin, elle, je pense qu'elle est prête à accepter n'importe quel ministère, sous n'importe quel Premier ministre. Je pense que même si Jordan Bardella était Premier ministre, lui proposait une place, elle irait. Même si Mélenchon était Premier ministre, elle irait. Voilà. Rachida Dati, c'est la mercenaire, la harkie de la politique, si vous voulez. Et à côté de ça, on a Madame Vautrin aussi qui serait sauvée, qui se retrouverait ministre des Territoires. Enfin bon, voilà. Et alors, une cohorte de second, de troisième couteau, de notables de sous-préfecture, on ne les connaît même pas. Voilà, il y a une certaine Geneviève Darrieussecq qui serait ministre de la Santé, Paul Christophe, ministre des Affaires sociales, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, voilà, que des noms qu'on ne connaît pas, Astrid Panossian de Renaissance, ministre du Travail, Didier Migaud, qu'on connaît à peine, qui serait ministre de la Justice, voilà, un gauchiste, voilà, c'est ce que tout le monde attendait, principalement un gauchiste au garde des Sceaux. C'est bon, voilà. Bon, après, ça a très peu d'importance. Ah oui, attention, ministre de la Famille, il y aurait Laurence Garnier, mais il paraîtrait qu'elle aurait soutenu la manif pour tous, qu'elle ne voulait pas, elle a refusé de voter la constitutionnalisation de l'IVG, donc là dernièrement, qu'elle n'a pas voulu procéder à la grande fête incantatoire pour inscrire dans la Constitution la légalisation du meurtre des enfants dans le ventre de leur mère. Et donc là, évidemment, apparemment, Emmanuel Macron aurait demandé qu'elle ne figure pas au gouvernement. Donc on va s'attendre, voilà, à véritablement un gouvernement avec des gens très tièdes, très passe-partout, qu'ils ont eu du mal à trouver, parce que je pense quand enfin on a eu Michel Barnier qui a été nommé Premier ministre, on s'est dit, bon, bah voilà, habituellement, le gouvernement, il est donné dans la foulée. Mais non, il a fallu attendre presque une semaine. D'ailleurs, c'est toujours pas officiel. Donc, ils ont dit avant dimanche. Donc, vous voyez la lenteur. Enfin, et donc, je pense que c'est dû aussi au fait, alors d'une part, parce que ils doivent palabrer comme des griots africains sur le nom de chaque sous-secrétaire d'État, voilà, avec Emmanuel Macron, comme si ça avait la moindre importance. Et après, ils ont du mal à trouver des gens. Je pense qu'ils beaucoup se demandent comment tout cela va fonctionner. En plus, il y a la loi sur le budget, le budget 2025 qui va être voté dans quelques semaines. Donc, le gouvernement pourrait sauter très facilement. Donc, voilà, on se retrouve dans cette situation. Mais bon, peu importe les hommes, peu importe les femmes, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle va être leur marge de manœuvre et ce qui va en découler. Puisqu'ils vont être attendus au tournant,
puisqu'on voit même Monsieur Attal, par exemple, qui dit à Monsieur Barnier, qui met en garde Monsieur Barnier en disant il n'est pas question d'augmenter les impôts, puisque cette quiche de Barnier a déjà dit qu'il allait augmenter les impôts. Alors évidemment, il avait dû voir le désastre économique dans lequel la France se retrouve et la quasi-faillite de l'État. Donc voilà, il a parlé d'augmenter les impôts. Et là, il y a Monsieur Attal qui lui-même a fait la même chose. Enfin, en tout cas, que Emmanuel Macron a surendetté la France depuis sa prise de pouvoir en 2017 et qui dit attention, hors de question d'augmenter les impôts, ça ne se fait pas, parce que lui, il se voit déjà candidat à la présidence de la République en 2027. Donc voilà, on arrive à une situation qui est inédite dans la Ve République et qui a de fortes chances de leur être d'être préjudiciable pour la suite, puisque il y a quand même de forts risques que tout ça ne tienne pas bien longtemps. Ça, il est quand même certain que tout cela est très très hasardeux. On sent Michel Barnier de moins en moins motivé et je doute que ce soit un homme suffisamment solide pour être dans ce type de situation. Je pense que quand il va se retrouver devant les députés et les filles qui vont être ivres de rage, eh bien, je ne suis pas certain, et qu'il va être soutenu par la Macronie, par le groupe parlementaire Renaissance, mené par Gabriel Attal, comme la corde soutient le pendu, que le Rassemblement national va le scruter tout ce qu'il va faire et qu'il va le menacer dès qu'il va. Alors là, c'est vrai qu'on peut reconnaître au Rassemblement national de bien jouer le rôle. Alors c'est sûr que c'est de la politique politicienne, voilà, de la politique d'assemblée parlementaire. C'est un jeu parlementaire, si on peut dire, mais le Rassemblement national est utile puisque c'est lui qui tient l'épée de Damoclès au-dessus de la tête du gouvernement. Donc, reste à voir ce que tout cela va donner, mais ce qui est certain, c'est que ça ne va pas donner une grande confiance dans le parlementarisme auprès des Français, dans l'exercice du pouvoir tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, en tout cas pour des nationalistes comme nous qui veulent renverser la table. Merci beaucoup Thomas Joly. Et vous, Scipion, vous êtes confiant à cette nouvelle liste? Est-ce que vous êtes enthousiaste par rapport à ce nouveau gouvernement qui va être annoncé? Non, l'enthousiasme peut-être dans les EHPAD, hein, qui trouvent que Barnier est jeune et beau relativement au contexte, mais sinon, je vois pas où on peut être enthousiaste pour un tel gouvernement. Même les macronistes sont furieux, hein, ce qui est pas peu dire, avec Gabriel Attal qui est en quasi-sécession face au gouvernement. Donc je suis, évidemment d'accord avec tout ce qu'a dit, Thomas Joly. J'ajouterais juste qu'il y a déjà eu des précédents sous la Ve République qu'on a tendance à oublier. En 1988, Michel Rocard avait pas de vraie majorité, hein, et c'était encore plus vrai pour les gouvernements suivants de 88 à 93, que ce soit Pierre Bérégovoy ou Édith Cresson, et ils ont échappé de justesse à la motion de censure parce que les communistes, à leur extrême gauche, ont quasi toujours refusé de voter avec l'opposition dite de droite, RPR-UDF. Il y avait aussi Raymond Barre de 76 à 81, avec le RPR qui était à la fois dans l'opposition pour incarner soi-disant une vraie droite, hein. On oublie la radicalité apparente du Jacques Chirac de 1977, hein, qui, sur l'immigration, le regroupement familial qu'il avait pourtant mis en œuvre lui-même, ou l'avortement même, et tenait des propos inimaginables aujourd'hui au RN de Marine Le Pen. Et ça a été une situation très instable, mais qui a perduré, faute de capacité des opposants à s'unir dans une motion de censure, hein. La vraie chance d'Emmanuel Macron et du gouvernement de durer au moins 1 an, jusqu'à une possible dissolution 1 an plus tard, puisque constitutionnellement, c'est qu'au bout d'1 an, ce serait un éclatement de son opposition, que ce soit à gauche, les détestations entre LFI, et les autres, hein.
avec LFI qui soutient avec virulence la Palestine, ce qui les fait traiter d'antisémites par le Parti socialiste et une partie des Verts, qui sont eux-mêmes très divisés. Donc il y a des haines vigoureuses à gauche. Le Front national est une opposition très modérée aussi. Enfin, quand bien même le Front national déposerait une motion de censure, il faudrait qu'elle soit votée par la gauche, et la gauche ne voudrait pas prêter la main à l'accusation de soutenir le fascisme, de voter comme le fascisme. Enfin, c'est une hystérie totalement ridicule qui démontre, s'il en était besoin, l'échec complet de la dédiabolisation de Marine Le Pen. D'ailleurs, on l'a vu dans la campagne de l'entre-deux tours, hein. Le RN a beau être un parti de gauche comme les autres, ou quasiment, il sera toujours le péril fasciste pour la gauche officielle. Donc je dis, le gouvernement, là, Barnier, peut-être tenir, hein, pas briller, sûrement pas, et sans vraie majorité avec les médiocres qu'il compose, ça risque pas d'arriver, mais il peut peut-être durer 1 an à cause de la division complète de ses adversaires. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas été sans précédent sous la Ve République, ce qu'on a tendance un peu à oublier. Et oui, justement, cette fameuse instabilité chronique, finalement, permanente que rencontre actuellement notre Cinquième République, est-ce que on pourrait faire des parallèles avec la quatrième et la troisième que nous avons connues également au siècle dernier? Cher Scipio. Oui, oui, si je continue, sur le plan historique, les gouvernements de la troisième ou de la quatrième République duraient en moyenne 6 mois, hein. À la première crise, à la première difficulté, le gouvernement était renversé par le parlement. Donc les journalistes ou les caricaturistes s'en moquaient, hein. Ça faisait un peu ridicule et donnait une ambiance d'un pays absolument pas gouverné. Mais il faut faire attention parce que, le vrai pouvoir était au niveau des administrations, et les ministres, en fait, revenaient toujours, hein. Dans des gouvernements différents, les ministres revenaient toujours. C'est ainsi que la Troisième République a été gouvernée par les républicains opportunistes dans les années fin des années 1870 et années 1880, puis les radicaux des années 1890 à 1940, hein. Donc il y avait un parti large et informel, mais un parti qui dominait l'Assemblée et qui imposait malgré tout une politique, hein. Même chose, la Quatrième République, il y avait un espèce de gros centre mou, de centre-gauche, avec des gens qui allaient de Mitterrand pour la gauche à Antoine Pinet pour l'aile droite, qui avait même trafiqué le mode de scrutin, hein, pour empêcher une majorité alternative ou communiste, hein. Le communisme était terrible en 1945, hein, c'était 25% des voix, ou gaulliste, un gaullisme qui paraissait un péril fascisant. Quand on y pense, c'est pas du tout ce qu'on a vu après 58, mais bon. Donc, il y a des magouilles politiciennes, en effet, pour se maintenir au pouvoir, et j'ajouterais qu'il y avait une certaine qualité, malgré tout, du personnel politique de la Troisième ou la Quatrième République, hein. Même des gens qui n'ont pas du tout notre philosophie, par exemple Jaurès pour le Parti socialiste en 1910, il y avait une force d'éloquence, il y avait une culture générale, même une culture philosophique chez Jaurès, ce qui sont totalement inimaginable aujourd'hui, hein. Si on compare Jaurès à Marlène Schiappa, c'est manifestement plus du tout le même monde, sans parler des vedettes de la France insoumise, hein, comme Lecas qui savait pas trop qui était Pétain, qui a dit à tout hasard ça devait être un raciste, donc il était contre. Enfin, c'est dire une inculture prodigieuse. Donc sous la Troisième et la Quatrième République, c'était pour partie des filous, pour partie assez corrompus, mais il y avait une vraie culture, une vraie intelligence, et pour beaucoup, malgré tout, une certaine forme de patriotisme, hein, qui a complètement disparu. Il faut rappeler que la Ve République, qui est là de 1958, elle a changé de nature après le traité de Maastricht adopté en 92, hein. Le vrai pouvoir, il est plus à Paris, maintenant il est à Bruxelles, à la Commission européenne. Donc le gouvernement Barnier, ça ressemble aussi, sans le dire, à une forme de gouvernement technique imposé par les institutions européennes, sinon le FMI, et c'est exactement ce qui est arrivé à l'Italie, hein. Ils ont eu des gens comme Prodi, franchement imposés par les créanciers et l'Union européenne, avec le profil de Barnier, hein, c'est-à-dire
un ancien commissaire européen très terne, avec pour mission de réduire le déficit, hein, puisque le déficit français et la dette en général sont devenus insoutenables, à long terme du moins, et ça pourrait provoquer l'effondrement de l'euro et de l'Union européenne. S'il y avait une vraie alerte sur la dette française, donc soit Barnier sans le dire, soit quelqu'un d'autre, hein, mais on risque un gouvernement technique qui imposerait une hausse des impôts dont personne ne veut et une cure d'austérité. Et la cure d'austérité, nos politiques de la Ve République, ils sont paniqués parce que ça voudrait dire couper dans les dizaines de milliards des banlieues qui finissent fatalement en fumée et il y aurait de nouveaux désordres, hein. Ils tremblent à l'idée de nouveaux désordres et la vraie solution de fond que le Parti de la France, à ma connaissance, est le seul à proposer, avec peut-être Reconquête, c'est la remigration. Donc voilà pour en revenir à votre question précisément. La Troisième et la Quatrième République, une instabilité apparente, mais des hommes de gouvernement malgré tout, et il n'y a plus que des médiocres et des carriéristes sans aucun talent aujourd'hui. Merci beaucoup, Scipion. Et vous, Thomas Joly, est-ce que vous pensez que cette situation où nous vivons dans une politique où il n'y a plus d'hommes avec de talent et avec une volonté bienveillante mènerait à la fin de cette fameuse Cinquième République? Que réponderiez-vous à ce titre? Eh bien, c'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible que nous assistions à l'agonie et à la disparition de la Cinquième République dans les mois qui viennent, puisque nous sommes peut-être à l'aube d'une grave crise institutionnelle, politique, mais aussi économique. Puisque on s'aperçoit que la France s'est surendettée, que nous ne sommes pas du tout à l'abri que nous passions sous tutelle de la Commission européenne ou du FMI, hein, et du FMI, du fait de notre déficit budgétaire catastrophique. Voilà, nous sommes dans une situation tout de même assez politique, assez particulière, et on ne sent pas du tout le personnel politique prêt à renouer avec le mode de gouvernement qu'il pouvait y avoir sous la Troisième et Quatrième République qu'a décrit l'ami Scipion. Je pense qu'il peut y avoir effectivement une crise institutionnelle qui mène à la fin de cette Cinquième République qui tout de même est assez âgée, hein, 1958, c'est pas 70 ans, mais ça fait 66 ans. C'est tout de même assez vieux et je pense qu'on est arrivé au bout. Et je suis pas sûr, puisqu'il y a évidemment le personnel politique du système présente la République, la Constitution comme un texte sacré, comme l'Évangile, quelque chose d'indépassable, mais je ne suis pas certain que les Français y soient si attachés que ça, en particulier où les Français se sentent de moins en moins représentés par les soi-disant représentants. Les Français ont de plus en plus de mal à avoir confiance dans leurs représentants et dans le système politique électoral tel qu'il est actuellement. Voilà pourquoi cette Cinquième République pourrait s'effondrer. Alors quand je dis ça, certains disent « Ouh là là, mais ça va être pire encore s'il y a une Sixième République ». Mais dans ce cas-là, on ne fait rien. C'est-à-dire que voilà, on est dans l'immobilisme, dans le boomerisme, où il faut surtout pas, non, faut pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir, parce que rendez-vous compte, il va y avoir des émeutes. Non, il faut voter pour Monsieur Macron pour rester, pour garder une certaine stabilité. Donc voilà, on va pas reprocher à la véritable droite nationale de souhaiter l'effondrement de la Cinquième République, parce que peut-être ce sera pire derrière. Voilà. Quand on a vu l'incapacité de l'État et des différentes forces politiques à prendre en compte des résultats qui n'ont pas donné de majorité à quiconque aux élections à l'Assemblée, 2 mois pour nommer un Premier ministre, là, des jours et des jours pour nommer un gouvernement, on se demande qu'est-ce qui se passerait si on décidait d'élire une assemblée constituante, parce que souvent c'est comme cela que ça se fait en République, c'est-à-dire qu'une assemblée constituante, ou alors le Parlement
mute en assemblée constituante. Enfin voilà, je ne sais pas, il y a différentes formules qui peuvent être faites pour rédiger une nouvelle constitution qui est votée par cette assemblée constituante. Imaginez, avec voilà, quand on voit la lenteur, l'impossibilité de faire des compromis ou quoi que ce soit dans la situation actuelle d'une assemblée constituante qui aboutirait à une constitution. Donc là, on imagine les institutions bloquées sur encore presque des années. Donc on peut assister à une crise pour aboutir sur un projet qui ne convienne à personne et qui soit genre une sorte de ressucé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Français, en tout cas le Parti de la France, il serait favorable à ce qu'on interroge plus souvent les Français sur les grands sujets de société. Alors pas non plus pour un système de type suisse, hein, où il y a sans arrêt des consultations, qu'elles soient cantonales ou qu'elles soient de toute façon, oui, c'est cantonal en Suisse. Bon, voilà, pas forcément parce que nous n'avons pas cette culture. Et sur des grands sujets de société, pourquoi le référendum n'est pas utilisé? Parce qu'ils connaissent très bien la réponse des Français. Si on fait un référendum sur l'immigration, si on fait un référendum sur la peine de mort, si on fait un référendum, je sais pas, sur le prix de l'énergie, ce genre de choses, ou sur le nucléaire, ou ce genre de choses, ça n'irait pas dans le sens de la pensée dominante, puisque la pensée dominante, en gros, la pensée sociétalement de gauche, social-démocrate, cette pensée-là n'est pas majoritaire. C'est dingue parce que nous sommes dans une France, un électorat français qui est majoritairement à droite, mais ça ne se traduit pas dans les institutions. Donc c'est certain qu'il faudrait un nouveau système, de nouvelles institutions qui prennent en compte cela. Alors, on parle de proportionnel, mais alors évidemment, s'il nous faut une proportionnelle, vous imaginez bien que ce ne sera pas une proportionnelle intégrale, mais ce sera une proportionnelle complètement biscornue, avec des listes par grande circonscription. Enfin, vous savez très bien qu'ils peuvent faire un truc à leur sauce qui va convenir à tel ou tel. Et surtout, s'il y avait, je pense, une nouvelle constitution, elle serait faite de telle façon à ce que la droite nationale n'arrive pas au pouvoir, parce que c'est leur objectif absolu. Voilà, on l'a vu aux dernières élections, c'est-à-dire que de Édouard Philippe, de Trotsky, voilà, jusqu'à Mahomet, en passant par Édouard Philippe, ils ont tous décidé de faire bloc contre une arrivée du RN aux affaires, du Rassemblement national aux affaires. Et bon, on a vu après ce que ça donnait. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pu faire barrage, on voit qu'après, bien évidemment, ils sont absolument incapables de gouverner ensemble, de faire quoi que ce soit ensemble. Donc, on peut peut-être s'attendre à la fin de la Ve République que, en tout cas, au Parti de la France, on ne pleurera pas. Au Parti de la France, nous ne sommes pas... alors, nous respectons les règles républicaines, hein, nous ne sommes pas comme certains qui voudraient que l'on tienne des propos suffisamment anti-républicains pour se faire interdire ou arrêter, rien que pour leur faire plaisir. Non, voilà, nous faisons avec les règles actuelles, mais ce n'est pas pour ça que nous cautionnons cette Ve République, cette constitution où maintenant figure tout et n'importe quoi, dont par exemple l'IVG. Voilà, ce n'est qu'un bout de papier et tout ce qui figure dans la constitution pourra être abrogé et il sera tout à fait possible d'appliquer un programme de droite nationale si on en a la volonté. C'est-à-dire que c'est pas la Constitution, c'est pas l'Évangile. À partir du moment où on a mandat du peuple, par exemple, pour rétablir la peine de mort, on se fout complètement de ce qu'il y a dans la Constitution. Eh bien, la Constitution, on la changera. Ce n'est qu'un texte, ce n'est qu'un bout de papier qui ne doit pas entraver la voix du peuple. À partir du moment où le peuple a décidé qu'on rétablissait la peine de mort, c'est un exemple parmi d'autres, eh bien, on rétablira la peine de mort, et c'est pas Monsieur Fabius et les gnomes du Conseil constitutionnel qui doivent pouvoir empêcher cela. Alors, ceci dit, voilà, je ne suis pas un prophète, ni un voyant, ni un médium, et je ne pourrais pas vous dire si la Ve République va s'écrouler tout de suite et maintenant, mais cette phase d'instabilité
pourrait être un élément déclencheur de la chute de la Ve République. Sait-on jamais, M. Macron pourrait être au pied du mur et obligé de démissionner, auquel cas nous aurions une élection présidentielle anticipée. Voilà, il peut arriver toutes ces choses, même si M. Macron, je pense, va s'accrocher au pouvoir. C'est quelqu'un qui est complètement mégalomane, qui croit encore avoir la main sur tout et qui n'hésite pas à cristalliser toute la colère des Français, puisqu'il s'avère quand même qu'il est l'unique responsable de la chienlit actuelle. Donc pour l'instant, évidemment, les Français regardent ça d'un œil plus ou moins indifférent ou écœuré de tout ce spectacle. Mais c'est certain que si on s'enfonce dans une crise économique qui conduit à une poursuite de l'inflation, à une paupérisation toujours plus accentuée, en particulier des classes moyennes et je dirais des travailleurs pauvres aussi, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, et je dirais même aussi des assistés sociaux, puisqu'à un moment peut-être il faudra réduire tout cela, puisque apparemment il faut réduire voilà, jamais on va ne s'attaquer, même si c'est qu'une piste parmi d'autres. Mais par exemple, les seules choses qui augmentent, c'est les pensions de retraite. Voilà, ce sont les retraites, puisque Emmanuel Macron a fait le choix de remercier son électorat majoritaire, qui est constitué principalement de retraités. Je rappelle encore une fois que Emmanuel Macron, sans le vote des retraités des plus de 65 ans, Emmanuel Macron n'était même pas au deuxième tour à la dernière élection présidentielle. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est bien pour ça que pendant que le reste de la population doit se serrer la ceinture, eh bien, il y a une augmentation très significative des retraites. C'est un remerciement électoral de la part d'Emmanuel Macron, de la Macronie. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut supprimer voilà, les retraites de nos anciens, mais il faut savoir que c'est un électorat choyé et que Emmanuel Macron a décidé de remercier cet électorat qui l'a sauvé à la dernière élection présidentielle. Donc, écoutez, nous verrons bien. En tout cas, si la Ve République venait à tomber, eh bien, nous ne verserions aucune larme et nous n'hésiterions pas à lui porter les stockades si nous en avons la possibilité. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre réponse. Et oui, il n'y a pas que la droite, le camp national qui souhaite la Sixième République, il y a aussi certains partisans de Jean-Luc Mélenchon. Alors vous, Scipion, est-ce que vous pensez qu'une fin de Cinquième République, que c'est possible, compte tenu du nombre de personnes qui veulent effectivement voir un changement de régime? Je crois que c'est possible avec la grande prudence de l'historien, hein. La Cinquième République, on l'a donnée moribonde un très grand nombre de fois, notamment en 62 avec la fin de la guerre d'Algérie. On l'a donnée morte aussi en 1986 quand il y a eu la première cohabitation. Donc on l'a annoncé souvent et c'est jamais venu, et il y a une décomposition lente et très lente, hein, de la classe, de la vie politique et de la Cinquième République, mais il est impossible d'en fixer le terme, hein. Donc oui, ça peut arriver, et il y a beaucoup de gens qui sont contre la Cinquième République, mais pourquoi faire, hein? Il n'y a pas d'accord entre une opposition de droite nationale authentique et claire qui est incarné dans le Parti de la France, hein, et le drame du Rassemblement national, c'est qu'il n'est pas clair du tout. Et de l'autre côté, une extrême gauche menée par Mélenchon qui veut la Sixième République, hein. Une Sixième République d'extrême gauche, c'est vraiment les soviets, hein, une forme d'anarchie révolutionnaire apparente. Et derrière l'anarchie révolutionnaire apparente, c'est la dictature communiste, hein. Ça nous semble très loin et disons peut-être excessif de ma part, mais c'est exactement ce qui est arrivé au Venezuela du camarade Maduro, hein. Donc, et le Venezuela, c'était
un pays démocratique et développé pour l'Amérique latine, hein. Donc c'est des choses qui peuvent arriver et je suis donc pas sûr que cette union des contraires puisse renverser la République. Maintenant, si la Cinquième République tombait, il faudrait lutter pour une Sixième République vraiment patriotique, hein. J'aurais tendance à dire un deuxième État français autour des valeurs du travail, de la famille et de la patrie, hein, pour vraiment qu'il y ait un choix clair proposé aux Français, sachant qu'on n'a pas la prétention ridicule d'être des apprentis dictateurs, hein. Il faut convaincre et dégager une majorité autour d'un projet porté par le Parti de la France, hein. Donc on peut l'appeler Sixième République, hein, pour des motifs de prudence. Le problème, c'est que l'expression Sixième République a été matraquée par Mélenchon depuis une vingtaine d'années et le public mal informé pourrait confondre, hein. C'est le drame des homonymies. C'est comme il ne faut pas confondre notre excellent président avec Thomas Joly, avec deux L, qui a fait une soirée abjecte pour les cérémonies des Jeux Olympiques, hein. Donc je dis c'est le drame des homonymies quand on parle de Sixième République. Donc oui, techniquement une Sixième République, mais qui n'aurait rien à voir avec celle proposée par la France insoumise. Oui, évidemment, ce serait bien pire finalement. Merci Ah beaucoup, oui, Scipion. Allez-y, Thomas. juste un mot pour juste voilà un aparté, si je puis dire. C'est vrai que certaines personnes, avec mon homonymie, avec le chorégraphe, directeur artistique des derniers Jeux Olympiques, qui nous a fait voilà des cérémonies d'ouverture et de clôture absolument dégueulasses. Et certaines personnes, voilà, me font la blague, je le vois, je le lis ici ou là. Mais il faut quand même comprendre que les gens de notre camp sont voilà suffisamment naïfs et crédules pour croire que nous sommes la même personne. Et je ne plaisante pas. C'est pas arrivé une fois ou deux, c'est arrivé quand même un certain nombre de fois que j'ai pu lire. Alors pas rencontrer quand même, n'exagérons rien, mais voilà que j'ai pu lire ici ou là. Et je dis, c'est tout de même impressionnant d'arriver à imaginer que nous sommes la même personne. Donc, bon, je ne suis pas certain que beaucoup nous écoutent, mais je crois que si sur YouTube, il y en a quand même quelques-uns, on l'a vu dans les commentaires des dernières vidéos, qui croient que je suis le directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Donc voilà, je voudrais expliquer à ces gens, voilà, d'allumer leur cerveau ou alors de faire une pause sur certaines substances et de s'apercevoir que nous ne sommes pas la même personne. Nous n'avons pas aussi non plus voilà, physiquement, on se ressemble pas beaucoup et non plus, on n'a pas les mêmes mœurs, hein, parce que lui, ça se voit. Voilà, mon homonyme avec deux L a les yeux qui dégoulinent de chemsex, hein. Je ne sais pas, vous regarderez, mais c'est tout de même assez impressionnant. Donc, quand même, pour nous confondre, il faut le faire. Alors, je veux bien l'homonymie, mais quand même, voilà, il y a des limites. Merci beaucoup pour cette clarification. Oui, effectivement, Thomas Joly avec un seul L et pas avec deux L, ça a son importance. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Justement, on parlait de la France insoumise à l'instant sur la Sixième République, et je crois savoir que la France insoumise a également lancé une procédure de destitution du président de la République. Justement, on parlait de la chute de la Cinquième République, on parlait de chute globalement, et LFI a donc amorcé cela. J'ai vu que beaucoup de personnes, dont notamment Marine Le Pen et Jordan Bardella, avaient réagi. C'est assez rare que je cite Marine Le Pen, notamment pour en dire du bien, mais j'ai trouvé sa réaction plutôt pertinente. Donc globalement, elle avait réagi en disant lorsque nous réclamions lors des élections législatives un audit. Ah, excusez-moi, j'ai pas lu le bon communiqué. Pour tenter, excusez-moi, de faire oublier ces multiples compromissions avec la macronerie, l'extrême gauche défend une procédure de destitution du président de la République qui n'a aucune chance d'aboutir au regard des divisions de la gauche. Cette manœuvre d'enfumage ne fera pas oublier aux Français que LFI a volé au secours de Emmanuel Macron en 2017, a récidivé en 2022 avant de négocier en juin 2024 des accords électoraux de désistement pour sauver leur siège. Cette sinistre comédie a assez duré. La macronerie et LFI ont partie liée dans l'affaissement, le désordre et le chaos dans lesquels est plongé la France, le pays. Donc, Thomas Joly, j'aurais aimé savoir quelle est votre réaction justement à ce communiqué de Marine Le Pen. Je trouve qu'elle est déjà très juste.
en rappelant déjà les fameuses coalitions qu'il y avait eu entre la Macronerie et LFI, et elle ne mâche pas ses mots, ça fait plaisir. Est-ce qu'on ne devrait pas la voir plus souvent, justement, parler sans langue de bois et parler avec une authenticité comme nous avons l'habitude de le faire? Bah écoutez, elle a parfaitement analysé la situation. C'est bien pour ça que son communiqué a été repris sur les différents réseaux sociaux du Parti de la France, à la surprise de certains. Oui, c'est quand Marine Le Pen énonce des vérités, et d'ailleurs les énonce bien, et décrit assez bien cette situation qui, en fait, doit être très peu compréhensible par les Français, tout cela. Ils ne comprennent, voilà, l'électorat ne comprend pas grand-chose à tout ce qui se passe. Une procédure de destitution, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment ça se met en place, comment ça se décide, comment ça aboutit, ou pour quelles raisons ça n'aboutit pas. Bon, voilà. Et là, Marine Le Pen a été tout à fait claire, et je n'aurais pas dit mieux. Elle a rappelé que c'est bien, après avoir appelé par 2 fois à voter pour Emmanuel Macron, après avoir fait alliance avec lui lors des dernières élections législatives pour empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir, aujourd'hui, la gauche divisée prétend destituer le président de la République. C'est d'une hypocrisie totale. Donc elle a eu tout à fait raison de rappeler tout cela. Et le Parti de la France, si demain, je ne sais pas, Laurent Wauquiez dit qu'il faut entreprendre une grande remigration des populations extra-européennes, eh bien, nous relayerons voilà, cette saillie de Laurent Wauquiez, ou même si c'était François Bayrou qui le disait, ou même si demain Mélenchon dit qu'il y en a assez de ces élites cosmopolites et qu'il faut revenir à une France française dans une Europe européenne, eh bien, nous reprendrons ce que dit Mélenchon. Voilà, nous ne sommes pas complètement obsédés par le fait que Marine Le Pen a commis un certain nombre d'erreurs politiques, a renié à peu près tout ce qu'a toute la les fondamentaux du Front National que son père avait créé et avait fait monter là où elle l'a pris, et c'est-à-dire qu'en fait elle a hérité d'un parti politique pour ensuite le vider de sa substance. Donc tout cela, nous ne l'oublions pas, mais nous n'oublions pas non plus que actuellement c'est le Rassemblement national qui est le premier parti de France, et ce n'est pas le Parti de la France qui a 140 députés. Voilà, c'est la réalité. Alors on peut vivre dans un monde parallèle et on peut aussi vivre avec la réalité. Et la réalité, c'est que il faut tout de même être compréhensible par l'électorat RN, par les électeurs du Rassemblement national, qui en général, quand ils nous connaissent le Parti de la France, se retrouvent tout à fait dans nos propositions. Mais en attendant, quand Marine Le Pen ou Jordan Bardella ont un véritable discours de droite nationale, eh bien, il est tout à fait pertinent pour le Parti de la France de relayer ceci. Tout ce qui va dans le bon sens doit être mis en avant, même si c'est par des gens qui nous ont beaucoup déçus. Voilà, il faut composer avec la réalité, il faut être pragmatique, et ce n'est pas pour ça que quand Marine Le Pen dit des conneries, eh bien nous le relevons, et parfois de manière même assez virulente, moi-même ou certains cadres expliquons quelle erreur politique ou humaine elle a encore faite. Mais en attendant, là, on a pu voir qu'elle a très bien analysé cette situation. Également, je sais qu'ils vont utiliser alors une niche parlementaire. C'est encore voilà le jargon parlementaire de l'Assemblée nationale, du Palais Bourbon, où il y a des niches parlementaires. En fait, c'est un moment où on peut essayer de faire passer une loi. Enfin, voilà, tout cela, c'est insupportable pour les Français, pour les électeurs qui ne comprennent rien à tout cela. Et je les comprends tout à fait, ça ne les intéresse pas. Mais bon, lors de cette niche parlementaire, donc là où le Rassemblement national va être force de proposition, ils vont proposer l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. Eh bien, c'est très bien. Voilà, ce n'est pas parce que c'est proposé par un Rassemblement national qui nous a déçus depuis des années, depuis que Marine Le Pen en a pris le contrôle, que l'on va ne pas en parler ou trouver ça. Voilà, là, l'Assemblée va être votée, ou sûrement malheureusement rejetée, une proposition de loi visant à expulser les délinquants et criminels étrangers. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut
qu'il faut soutenir, bien sûr. Voilà, il faut être attentif à l'évolution de la classe politique, et quand ça évolue dans le bon sens, eh bien, il faut soutenir. C'est pas du tout pour cela que le Parti de la France ou ses cadres vont se compromettre ou se vendre ou quoi que l'on puisse qu'on puisse penser. Voilà, nous composons avec la réalité politique. Et la réalité politique, c'est que c'est le Rassemblement national qui, électoralement, a le vent en poupe. En revanche, je suis persuadé que le Rassemblement national peut avoir un discours, des propositions et un activisme plus radical, et que ça ira tout à fait dans le sens de l'électorat, que c'est une erreur de vouloir s'aseptiser à tout prix, de vouloir se normaliser à tout prix, puisque l'électorat, en fait, a une conception inverse, en fait, de sa perception de la société devant une insécurité insupportable, une immigration qui explose. Évidemment, les deux sont liés, bien sûr. Eh bien, justement, la population attend d'être entendue. C'est-à-dire que leur ras-le-bol, leur colère ne doit pas, non pas être calmée par un parti politique de droite nationale qui, en gros, ce que je veux dire, c'est que quand il y a un représentant de la droite nationale, ce que les Français attendent, enfin l'électorat RN attend, c'est justement que ce représentant s'exprime. Alors, je ne vais pas dire comme eux, parce que un représentant politique ne peut pas s'exprimer comme un citoyen lambda qui n'aura pas forcément l'attitude que l'on doit avoir dans l'exercice du débat public. Mais il faut quand même que l'électeur RN n'ait pas l'impression que ce soit un représentant des Républicains ou de Macron qui parle, tellement la personne a un discours fade, tiède, alors que c'est pas du tout cela qu'il attend. Il attend qu'on le défende contre justement cette invasion migratoire, cette submersion migratoire, parce qu'on ne pourra pas me faire croire l'inverse. Si le RN a atteint des scores aussi élevés, c'est parce que c'est une réaction identitaire à 99% de l'électorat, parce que l'électorat ne veut pas, enfin l'électorat RN est un électorat lucide qui ne veut pas que la France devienne un bidonville africain islamisé. Voilà, c'est pour cela que Madame Le Pen, que Monsieur Bardella comprennent bien que c'est pour cela que les gens votent pour eux et pas pour autre chose. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que quand on la voit se trémousser en boubou à Mayotte, quand on la voit draguer en permanence l'électorat fantôme musulman qui voterait pour elle, ça suffit. Ce n'est pas ça que les Français veulent. C'est tout ce qu'elle fait en faisant ça. Je pense, c'est décevoir son électorat, qui n'attend pas du tout cela d'elle. L'électorat RN, c'est à 80, plus de 95% des Français de souche qui en ont marre de l'immigration extra-européenne. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, enfin qu'ils doivent se mettre dans la tête, et que c'est pas en se pliant aux desiderata des journalistes de gauche qu'elle va parvenir à convaincre des gens qui haïssent tout ce qu'elle représente, qui haïssent la droite nationale et qui haïssent la France. Voilà, si ce n'est pas en essayant de convaincre les pires gauchistes que le Rassemblement national accédera au pouvoir. Enfin voilà, donc en tout cas, quand Marine Le Pen ou M. Bardella ou n'importe quel cas du Rassemblement national ont des réactions qui vont dans le sens de la véritable droite nationale non reniée, eh bien, nous continuerons à relayer leurs réactions. Merci beaucoup Thomas Joly pour cet éclaircissement, parce qu'il est vrai que nous, en tant que militants, mais même les auditeurs, je pense, la plupart ont connu une expérience souvent bien désagréable
à l'intérieur du Rassemblement national et beaucoup en sont dégoûtés. Donc ce sont des réactions tout à fait légitimes, j'ai envie de dire, d'être totalement allergiques à tout ce qu'ils proposent. Donc ça, c'est une situation que je comprends totalement. Mais lorsque ils sont pertinents, ça leur arrive parfois, il faut bien mettre en avant cette pertinence parce que s'il y a autant de personnes qui les suivent, c'est qu'il y a aussi des raisons, bien évidemment, ils ne connaissent pas assez, selon moi, le Rassemblement national, sinon ils seraient tous au parti de la France. Et vous, Scipion, est-ce que vous avez vu effectivement cette réaction? Vous avez vu que le Parti de la France, par exemple, avait partagé les propos de Marine Le Pen. Vous appréciez cette rationalité, le fait qu'on ne fasse pas dans le sectarisme? Je pense aussi que c'est la meilleure façon d'embêter Marine Le Pen, c'est de la soutenir, hein. Ça peut être de la très haute politique aussi, mais pour être sérieux, si elle dit des choses de bien, pour une fois, quoi, si elle dit 10 choses de bien au milieu de 90, absurdes ou de gauche, pour appeler un chat, on peut relever qu'elle a raison sur les 10 de bien qu'elle peut dire, hein. Et si elle veut pas faire, la révolution bolchevique avec Mélenchon, j'en suis presque surpris, bon, bah, tant mieux, hein. Il y a parfois un peu de bon sens hérité de son père, qui surnage, au milieu du désastre total, de cette 68 arde qu'elle est, hein. Donc pourquoi pas mettre en valeur le peu de bien qui existe encore au RN, et ça peut aider à faire découvrir le parti de la France, hein, puisque beaucoup d'électeurs simples sont dans l'attente naïve, quasi messianique d'un FN puis RN qui résoudrait tous les problèmes de la France et leur assurerait, disons, la paix civile et la prospérité. Donc non, hein, si on attaque frontalement tout le temps le RN, le message devient inaudible. Si on met en valeur le peu qu'ils peuvent dire de bien, tout en proposant le programme bien plus cohérent du Parti de la France, ça me semble une bonne chose en effet. Merci beaucoup, Scipion, pour votre réponse. Justement, j'en profite pour vous parler aussi de Donald Trump, parce qu'il se passe aussi des choses dans le monde outre-Atlantique, bien évidemment. Et il y a encore une tentative d'assassinat contre l'ex-président des États-Unis, et j'espère le futur président des États-Unis également, Donald Trump, lorsqu'il jouait au golf. Alors, ce n'est pas aussi, j'ai envie de dire, spectaculaire que l'autre fois. Il n'y a pas eu des belles photos prises au bon moment. Ça ne peut pas arriver à chaque fois. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a encore attenté à sa vie et qu'il s'en est encore sorti. Thomas Joly, vous avez vu, vous pouvez nous parler un petit peu du profil du tueur, etc., des circonstances? Oui, c'est sûr que c'est pas ce qui s'est passé l'autre fois où il était à quelques centimètres près, il se prenait une balle dans la tête, où il a eu l'oreille touchée par une balle. Non, là, la personne a été interceptée avant, mais il s'agit tout de même de quelqu'un qui s'était posté dans un fourré avec une arme de guerre et qui souhaitait éliminer Donald Trump quand il serait passé à proximité. Il a été intercepté avant, mais il s'agit évidemment d'une tentative d'assassinat, encore une fois. Moi, ce que j'aimerais comparer, voilà, mettre en face, c'est imaginer si des partisans de Trump avaient essayé d'attenter à la vie soit de Joe Biden ou de Kamala Harris. Imaginez l'émoi médiatique. Là, ils en ont parlé. Alors déjà, le premier, ils en ont parlé. Ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était tellement spectaculaire que les médias ont dû en parler. Mais là, bon, ils ont fait le strict minimum et puis ils expliquaient qu'en gros, peut-être des tirs à proximité de Donald Trump. Enfin, voilà, en gros, c'était une fusillade qui n'avait pas grand-chose à voir avec lui et puis qui a eu lieu un peu plus loin, enfin bon, 3 fois rien, mais imaginez si ça avait été sur le candidat du camp du bien, la candidate du camp du bien, Kamala Harris, alors là on entendrait parler, on dirait que voilà, les troupes nazies de Donald Trump veulent assassiner la déesse Kamala. Donc on en serait à peu près là. Donc oui, on connaît bien le parti pris. Et puis ce qui est impressionnant, c'est quand même qu'il y a une volonté. Alors, est-ce qu'il y a des manipulations de ces gens-là? Apparemment, le type, c'était un ancien soutien de Trump, a priori déçu, et qui serait un farouche partisan de l'Ukraine de Zelensky qui servirait un peu de barbouze, il recruterait un peu partout le monde des gens pour aller se battre en Ukraine.
Enfin voilà, bon, ça sent quand même un peu le mec manipulé par certains services. Celui qui avait essayé d'assassiner Donald Trump, bon, je ne sais pas non plus, mais on sent quand même que il y a peut-être voilà, un deep state, un état profond qui n'a pas spécialement envie qu'un Donald Trump fasse un deuxième mandat, sachant que s'il fait un deuxième mandat, il ne pourra plus évidemment prétendre de nouveau à se présenter. Et c'est donc que Donald Trump sera peut-être en roue libre, qui va régler aussi quelques comptes et qui va peut-être faire moins dans la dentelle que lors de son premier mandat. Donc il est certain que toute l'oligarchie comment bureaucratique américaine n'a peut-être pas spécialement intérêt à ce que Donald Trump comment exerce un deuxième mandat et puis également peut-être aussi à l'international, sachant que Donald Trump a dit clairement il est pour quand même une politique beaucoup moins interventionniste et beaucoup plus isolationniste, où il souhaite s'occuper plutôt des Américains plutôt que de faire le gendarme du monde. Et il a déjà dit que dès qu'il arrivera au pouvoir, comment il imposerait la paix entre la Russie et l'Ukraine. Attention, donc c'est quand même des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Et puis il a pris des positions très radicales. C'est que ses discours ne sont pas suffisamment traduits ou ses interventions. Il a un discours ultra radical, comment sur l'immigration clandestine, par exemple. Comment on n'a pas, c'est pas Marine Le Pen qui dirait que voilà que Macron est un communiste qui veut faire déferler les migrants pour envahir la France, et des migrants qui, à certains endroits, mangent les chats, mangent les chiens. Bon voilà, Donald Trump a un discours que tous les Américains peuvent comprendre. Voilà, il ne fait pas dans la dentelle. C'est bien ça, et ça, c'est quelque chose qui plaît aux Américains. C'est bien pour ça que la stratégie de dédiabolisation, qui n'est absolument pas pratiquée par Donald Trump, est une erreur politique. Donc toujours est-il pour dire que il ne souscrit pas du tout au projet cosmopolite, en tout cas pour les États-Unis, et qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Il avait bien dit que la France, alors je ne sais plus si c'était Paris ou la France, était devenue un trou à merde du fait de l'immigration-invasion. Enfin voilà, il a peu ou prou, en gros, le discours de Thomas Joly du Parti de la France, voilà, sans filtre, qu'on me reproche hein, parfois, mais bon, voilà, moi je ne suis pas là non plus pour faire dans la dentelle, je suis là pour énoncer des vérités, tant qu'elles ne me mènent pas non plus devant les tribunaux, mais en attendant, voilà, Donald Trump, il est de cette trempe. C'est bien pour ça que le Parti de la France souhaite ardemment la victoire de Donald Trump, tant pour les Américains eux-mêmes que pour le reste du monde qui y gagnerait à avoir des États-Unis qui ne soient pas obnubilés par les intérêts étrangers et par le fait de vouloir faire le gendarme du monde un peu partout, ou de fomenter des guerres ou d'alimenter des guerres comme peut l'être celle qui se déroule actuellement en Ukraine et aux frontières de la Russie. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre réponse effectivement sur cette triste histoire de Donald Trump. J'espère qu'il quand même il va pouvoir faire son élection debout, en vie. Évidemment, c'est tout ce qu'on lui souhaite. J'avais aussi vu que les contrôleurs SNCF reçoivent 10% du montant des amendes. Alors Scipion, je ne sais pas si vous êtes parisien, donc je ne sais pas si vous êtes habitué à prendre le train. Moi personnellement, oui, je le prends très souvent. Est-ce que vous trouvez ça normal, effectivement, que des agents assermentés à la SNCF prennent comment on appelle ça déjà, une commission, voilà, une commission de 10%. Est-ce que vous trouvez ça juste dans le premier, je rappelle, et je crois même que c'est un monopole actuellement, système ferroviaire en France?
Je pense surtout que le vrai et principal scandale est ailleurs, c'est-à-dire les contrôles au faciès et contre les Français, surtout les Français tranquilles, hein, que ce soit les jeunes ou le troisième âge. Ça, tout le monde l'a vu, hein, des contrôleurs très pointilleux sur nos compatriotes authentiques, hein. Ça m'est arrivé très souvent de prendre le train entre Paris et ma province, hein. Et c'est selon les environnements, c'était, assez, impressionnant, hein. Comme dans chaque ville de France, il y a des banlieues de la diversité. On voit à quel point, les contrôleurs ou n'osent pas contrôler ou font simplement une suggestion et font une recommandation, du type: «La prochaine fois, achetez un billet», et n'ont aucune sanction concrète contre une diversité évidemment agressive, vociférante et qui éclate de rire. Tandis qu'ils s'acharnent, contre les Français qui ont un billet, mais souvent le billet a une petite anomalie, genre pas le bon tarif spécial ou autre. Sans compter le troisième âge qui des fois s'y perd dans la jungle des tarifs de la SNCF et qui est vraiment un payeur, hein. Donc, disons un payeur d'amende, c'est assez scandaleux. Donc c'est ce scandale-là que j'aimerais dénoncer, et après, en effet, il y a l'idée de faire du chiffre, derrière ces 10 de prime, et ce sera un chiffre bien au détriment, des voyageurs honnêtes, et distraits, hein, voyageurs honnêtes et distraits, donc ce qui peut arriver d'ailleurs à tout le monde, hein, donc ça m'est jamais arrivé de payer une amende parce que j'ai toujours eu un billet en règle, mais tout de même, ça peut arriver à, n'importe qui parmi les voyageurs honnêtes, et les vrais gros fraudeurs seront toujours laissés tranquilles. Pour réagir sur cette actualité, c'est vraiment ça qui me gêne. Donc évidemment, avec le parti de la France, les fraudeurs seront remigrés pour la plupart, ce qui réglera le problème, ou alors il y aura des sanctions équitables. Merci beaucoup, Scipion. Et oui, effectivement, ça paraît être une bonne solution, la rémunération. Ah, je vois que vous vouliez prendre la parole. Je vois votre micro désactivé. Oui, alors je voudrais ajouter, Scipion a tout dit ou presque sur le sujet, mais il y a aussi un nouveau truc, ça s'appelle la réattribution des places. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'arrivez pas suffisamment en avance sur votre place dans le train, elle pourra être réattribuée à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire revendue à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous prenez votre train à la dernière minute, ou alors si vous galérez, vous n'êtes pas dans la bonne voiture parce que c'est pas le bon numéro, ça m'est déjà arrivé. En fait, dans les voitures, plutôt que d'avoir, je sais pas, un numéro avec une lettre, en fait, qui dans le même train, il n'y a pas le même numéro. Non, si vous êtes voiture 6 et vous êtes en place, je sais pas, 12B, et ben en voiture 5, il y a une place 12B aussi. Enfin bref, c'est de la merde. Évidemment, l'espèce de bureaucratie soviétique de la SNCF. Donc, ça m'est déjà arrivé de me gourer de voiture, parce que les voitures, en plus, étaient celles juste à côté. Donc, il a fallu, j'ai perdu un peu de temps, il a fallu que j'aille dans la voiture à côté. Et bien là, maintenant, entre-temps, si ma place n'est pas occupée, il paraît que le contrôleur peut revendre ma place parce que je n'aurais pas été assis à ma place. Donc là, c'est un nouveau truc, la réattribution des places. Vous imaginez, on parlait voilà d'une personne âgée qui trouve pas tout à fait sa place, qui arrive un peu en retard, tant qu'il met ses bagages. Et ben non, mais excusez-nous, on a revendu votre place à monsieur, donc maintenant vous passez, vous faites Paris-Marseille debout à côté des chiottes. Voilà, donc c'est encore un nouveau truc. Donc à côté de ça, avec un service catastrophique, une société qui est en déficit permanent, où, comme l'a bien précisé Scipion, il y a un acharnement sur le français de souche solvable, pendant que les bandes de racailles sont assez rarement emmerdées par les contrôleurs, et donc du coup, et là il faudrait accepter ça, avec un service qui est de pire en pire à la SNCF, hein, avec des trains qui arrivent en retard, qui sont annulés. Quand on voit aussi, moi de temps en temps, quand je prends le train, alors je ne choisis pas, mais parce que l'horaire convenait, j'avais pris la compagnie italienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, avec des trains rouges, mais ils sont bien mieux. La seconde classe dans ces trains, c'est l'équivalent de la première classe de la SNCF, quoi. Bon, voilà, il y a un déficit de service, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que la SNCF est prise en otage par des syndicats communistes. Voilà, il faut mettre au pas ces syndicats communistes. Il faut refaire de la SNCF
une véritable société performante et qui arrête de perdre des milliards tous les ans qui sont évidemment renfloués avec l'argent du contribuable. Tous les ans, la SNCF perd de l'argent et c'est renfloué tout ça à cause de sales communistes qui sont à la tête de la SNCF et des syndicats qui font la pluie et le beau temps à la SNCF. Ça suffit, on remettra de l'ordre là-dedans et les trains rouleront, arriveront à l'heure et seront sûrs avec le Parti de la France. Ce sera terminé la prise en otage par les communistes. Les trains où règne la terreur à cause de la racaille immigrée, ça, ce sera terminé. Avec nous, les trains arriveront à l'heure. Quand on montera dans le train, on saura qu'on arrivera en sécurité à la bonne heure et que le train, c'est pas parce que le train partira, pas parce que les conducteurs de train ou les personnels de train feront grève en permanence. Ça suffit. Et tous ceux qui saboteront, qui feront des grèves sauvages, ce genre de choses, seront virés. Il faudra virer tous ces fainéants, ces grévistes professionnels, ces sales gauchistes, ces sales communistes. On les foutra dehors de la SNCF. Il y en a marre, ils sont payés par le contribuable à ne rien foutre, à emmerder les gens. Eh bien, il faudra foutre dehors tous ces salopards. Merci beaucoup Thomas Joly pour oui, effectivement, cette précision avec beaucoup d'émotion. La place peut être réattribuée, je crois que c'est 15 minutes après, effectivement. J'avais vu ça sur BFM TV. J'aurais aimé vous parler également, puisque nous parlons de beaucoup de choses d'actualité, et il y aura quelque chose d'assez triste, malheureusement d'assez dramatique, c'est ce rappel de l'histoire de Lola. Lola qui s'est faite sauvagement assassiner par une Algérienne, et on a vu que cette meurtrière est aux assises. Il va y avoir sûrement le résultat du procès dans quelques temps. Est-ce qu'on peut espérer, Thomas Joly, que sous le règne du Parti de la France, ce genre de tragédie ne se reproduise le moins possible, et en tout cas avec une peine sévère pour ceux qui oseraient le faire? Il est évident que cette sorcière algérienne serait jugée rapidement et exécutée en place publique. Pour l'exemple, et déjà, de toute façon, elle n'aurait pas dû être là, puisque c'était quelqu'un qui était en situation irrégulière. C'était encore une OQTF. Mais voilà, c'est-à-dire que si le Parti de la France avait été au pouvoir, Lola ne serait pas morte. Ça aurait été encore mieux. On ne serait pas là en train de dire quel supplice on va faire subir à cette ordure. Mais voilà, le Parti de la France, si quelqu'un viole et torture une gamine de 12 ans dans des conditions absolument abominables, comme une sorte de meurtre rituel de cinglés qui croient à des djinns cachés dans les pièces. Des djinns, c'est des petits démons qui imaginent les populations arabes. Enfin voilà, il faut voir, beaucoup de gens n'imaginent pas les croyances de demeurer de tous ces gens, de tous ces extra-européens, de tous ces digéniques du désert, mais ils croient à des trucs de cinglés. Mais beaucoup, c'est pas juste un par-ci par-là. Ils croient qu'il y a des démons cachés dans les chaussures ou dans les toilettes ou ce genre. Ouais, non, mais je n'invente rien. Ça fait peut-être rire certains auditeurs, mais je n'invente rien. Faut voir. C'est-à-dire que on veut absolument nous faire vivre ensemble avec des gens qui croient à des trucs de cinglés, de demeurer. Et bien donc voilà, c'est cette Dabia qui a tué. Qui a assassiné de manière sordide la petite Lola, eh bien, je suis pour que ce genre de personnes soit exécuté sur la place publique. Je pense que l'exemple réfrène des ardeurs, et comme je dis souvent, si ça ne peut sauver ne serait-ce qu'un seul enfant, eh bien, c'est toujours ça de gagner. Mais je pense qu'il faut que la population sache que l'État sera impitoyable avec les criminels les plus abjects. C'est pour cela qu'il faudra rétablir les exécutions publiques. Alors évidemment, pas faire des exécutions publiques voilà, tous les jours dans toutes les villes de France, mais il faudra en faire quelques-unes voilà, de telle façon à bien faire comprendre aux criminels, à tous les salopards, à tous ceux qui pourraient avoir des pulsions criminelles meurtrières, ou
absolument ignoble vis-à-vis de nos compatriotes les plus faibles, et bien que la justice des hommes sera implacable, que nous ne pardonnerons pas, que nous ne donnerons pas de seconde chance, et qu'ils se feront trancher la tête devant le peuple. Voilà, c'est ce qui leur arrivera si nous arrivons au pouvoir. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre réponse effectivement sur cette situation qui, je pense, a beaucoup marqué la France entière. Et c'est toujours important d'en rappeler. Une autre affaire qui a marqué la France entière aussi, mon cher Scipion, c'est l'affaire de Nahel Masbrouk. Donc, on a eu un sketch, j'ai envie de dire, pendant quelques mois quand même. On a eu l'histoire de la mère de Nahel qui était toute contente, qui faisait des manifestations et des parades absolument inimaginables et absolument déplorables aussi également. Donc, on est en train de voir que l'enquête avance, on est en train de voir que les Arabes auraient menti et que le policier serait beaucoup plus innocent qu'on le croirait. Est-ce que vous avez vu effectivement l'avancée de l'enquête, mon cher Scipion? Eh bien, je dirais que rien ne m'a surpris puisque, ça rappelle les affaires, qu'on a vues X fois, notamment, toute la famille, Traoré, avec une extrême gauche et ses soutiens médiatiques qui hurlent à l'innocence de cas, extrêmement lourds et assez évidents. Donc, ça ne m'a pas surpris et il faut rappeler un scandale dans cette affaire, c'est que le policier, qui est innocent au sens judiciaire, mais qui a fait simplement, son travail, hein, donc c'est le travail du policier, a été plusieurs mois en prison. C'est là le cœur du scandale, alors qu'aujourd'hui, les petits délinquants, même les petits délinquants condamnés ne vont quasiment jamais en prison. Ils se prennent même pour les condamner à 3 ou 4 ans un bracelet électronique ou un aménagement de peine, souvent. Donc le scandale, c'est ce policier mis en prison pour avoir fait son travail, alors qu'en plus, il était, selon toute apparence et toute logique, quand on connaît ce genre d'affaires et le comportement des populations, délinquantes concernées, hein. Parce que là aussi, faire des rodéos urbains avec, des voitures ou des motos volées, c'est extrêmement dangereux et il y a régulièrement des morts, hein. D'ailleurs, on n'entend pas les manifestations, ce qui arrive régulièrement quand des enfants des quartiers à rodéo sont écrasés par ce type de criminels, même si les victimes sont elles-mêmes de la diversité, la population des quartiers étant ce qu'elle est, on n'entend rien du tout et aucune protestation. Donc ça, c'est vraiment un syndrome de la décomposition de la France. Alors, je ne sais pas si c'est la Cinquième République précisément, en un sens oui, mais c'est la décomposition de l'autorité de l'État en France, une justice complètement folle, un contexte où tout est fait pour rendre la police absolument impuissante, hein. Si le policier qui a fait son travail, qui a eu les pires ennuis, s'était contenté de ne pas faire son travail, de ne pas poursuivre Naël en dépit de son comportement dangereux, il lui serait strictement rien arrivé. Donc c'est vraiment un monde de fous, un monde à l'envers. Et donc non seulement j'ai pas été surpris, j'ai été soulagé bien sûr pour le policier et sa famille. Je pense qu'il a été effectivement libéré. Mais surtout, ça rappelle à quel point il faut remettre de l'ordre en France et que certaines populations qui ne font que le mal, hein, il faut quand même dire les choses simplement, n'ont qu'à partir, hein, avec un arrière-fond de croyances barbares comment dire, assez affligeant, hein, comme l'a rappelé Thomas Joly dans son intervention précédente. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, j'ai pensé oui, parce que Thomas Joly, on avait fait une émission ensemble, je crois, à Nahel avant l'heure avec Pierre-Nicolas Nups. Je sais pas si vous le saviez, mais je sais pas si vous aviez remarqué, mais cette vidéo a fait quand même 7000 vues, ce qui est pas mal pour une émission du Parti de la France, et ce qui montre effectivement qu'il y a eu un gain d'intérêt sur cet événement à cette époque. Je sais pas si vous avez vu aussi que c'était un film transgenre, Thomas Joly, qui va concourir, qui va représenter Oui, la oui, oui, France. oui, mais avant d'aborder ce sujet, je Oui, voudrais parler des refus d'obtempérer. On en a vu un là, parce qu'il a été filmé. Vous savez qu'il y en a 12 par jour en France. 12 par jour de types qui ne veulent pas s'arrêter en bagnole. Alors vous imaginez un peu le profil des conducteurs, hein, qui ne veulent pas s'arrêter à un contrôle de police.
et qui refusent d'obtempérer et qui cherchent à se sauver avec leur véhicule. C'est-à-dire que immédiatement, ils mettent en danger et la vie des policiers et la vie des personnes qui y a autour, parce qu'ils prennent la fuite. 12 par jour. C'est pas c'est pas un par mois, c'est 12 par jour. C'est comme les attaques au couteau. Ça devient, mais les chiffres ne disent plus rien tellement ça arrive souvent, quoi. C'est fréquent. Et là, on a pu le voir au Chesnay, dans les Yvelines, qui est quand même une ville très tranquille. Où là, un Africain au nom, je sais plus comment il s'appelle, enfin voilà, un nom qui sent bon la brousse et la savane, et que ce type, évidemment, un multirécidiviste, et qui a percuté violemment un policier municipal en refusant d'obtempérer. Et maintenant, c'est devenu presque un sport national, c'est-à-dire de refuser d'obtempérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il ne risque pas grand-chose. Eh bien, si le Parti de la France était au pouvoir, en tout cas, dans un premier temps, pour rétablir l'ordre, eh bien, il faudrait que les policiers aient la possibilité de systématiquement neutraliser avec leurs armes à feu les types qui refusent d'obtempérer, c'est-à-dire qui cherchent à leur foncer dessus, qui cherchent à leur échapper si on leur échappe. Personne ne fait ça. Il y a que des voyous, il y a que des délinquants, il y a que des criminels. Et bien, à partir du moment où vous refusez d'obtempérer, c'est-à-dire que vous cherchez à vous sauver avec votre voiture lors d'un contrôle de police, eh bien, vous devez savoir que vous risquez de vous prendre une balle. Voilà, c'est ça que ça devrait être systématique. Et jamais un policier ne devrait encourir les foudres de la justice pour avoir simplement fait son travail en risquant sa vie avec des ordures qui veulent leur foncer dessus. Voilà. Donc, il est nécessaire que la peur change de camp. Et pour que la peur change de camp, il faut donner les moyens aux forces de l'ordre de neutraliser les types qui veulent leur foncer dessus, les types qui veulent se soustraire à un contrôle de police. Toute personne qui accepte de s'arrêter lors d'un contrôle de police, ces gens-là ne risquent rien quand vous présentez un contrôle de police, quand on vous demande vos papiers, qu'on vous demande d'arrêter votre véhicule. Si vous le faites, vous ne risquez rien. Voilà, donc toute personne qui ne comprend pas cela, eh bien, il encourt des risques. Et ce qui est tout à fait scandaleux dans notre société de sales gauchistes, c'est que lorsqu'un policier fait son travail, eh bien, il est lâché par tout le monde. Il est attaqué par les médias, par les politiques, par le président de la République, qui a dit lui-même ce qui était inexcusable, ce qui était arrivé à Naël, alors que l'enquête a finalement prouvé que les policiers ont parfaitement agi en état de légitime défense par rapport au danger qu'ils représentaient. C'est quand même incroyable que même le président de la République, et en plus tout cela, toute cette soumission à la racaille n'a pas empêché des émeutes qui ont coûté des milliards à la France. Des milliards, ça a coûté de dégradation, le nombre de policiers blessés qu'il y a eu suite à ces émeutes, de 2500 bâtiments qui ont été brûlés, détériorés. Enfin, c'est pas rien, tout ça, parce que, en plus, il faut se dire que ces populations extra-européennes qui grouillent sur notre sol, eh bien, en fait, sont solidaires avec n'importe quelle racaille. Parce que nous ne sommes pas français de souche. Les Français de droite nationale ne sont pas solidaires avec des dealers, avec des assassins, avec des criminels, avec des racailles de souche. Nous ne sommes pas solidaires, nous sommes d'accord pour qu'ils prennent les mêmes peines que n'importe quelle racaille extra-européenne. Eh bien non, eux, à partir du moment où en fait c'est un bloc de haine compacte contre le pays d'accueil, contre l'homme blanc, et c'est-à-dire qu'ils prennent toujours parti pour la pire des ordures. Regardez, Adama Traoré, c'est exactement la même chose. L'enquête a finalement révélé qu'il n'y a eu aucune violence policière qui a entraîné la mort d'Adama Traoré. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont faire leur mea culpa ou quoi que ce soit. Non, du coup, Adama Traoré était une racaille. C'est une famille de racailles qui est connue en plus dans leur zone où ils sévissent, qui sont connus comme étant les pires des racailles. Ce sont des caïds, des truands. Et Adama Traoré, l'enquête a finalement prouvé, mais au bout de plusieurs années, au bout de combien d'émeutes, combien de manipulation de la population,
Donc voilà, tout cela pour dire qu'il faut, à partir du moment où on donne les consignes, les consignes aux forces de l'ordre pour maintenir la sécurité des Français, pour maintenir l'ordre, à partir du moment où on donne les consignes nécessaires et les garanties nécessaires, voilà, un policier ou un gendarme qui sort son arme ne doit pas risquer de foutre sa carrière en l'air parce qu'il fait son travail et qu'il sort son arme. Ça devrait être terminé. Il y aura toujours une présomption de légitime défense qui doit être accordée à l'ensemble des forces de l'ordre pour établir la sécurité en France. Donc il faudra évidemment que la peur change de camp pour éviter ce genre de situation. Et c'est anormal qu'en France, il y ait autant de refus d'obtempérer. En plus, refus d'obtempérer, vous savez, ça fait très abstrait. Ça veut dire non, je n'obtempère pas, comme si c'était comme ça. Mais non, en fait, c'est une sale racaille qui vous fonce dessus en bagnole. C'est pas ça, un refus d'obtempérer, c'est ça. Les refus d'obtempérer, c'est ce qu'on cherche toujours à essayer de diluer le crime ou le délit par des mots, par de mots de novlangue ou quoi que ce soit. Non, là, un refus d'obtempérer, c'est une racaille qui refuse de soustraire un contrôle policier, qui leur fonce dessus ou qui essaie de les éviter. Enfin bon, bref, voilà, c'était juste pour rappeler ceci, qui est quand même significatif de la France du vivre ensemble. Merci et merci beaucoup Thomas pour votre réponse. Et effectivement, je voulais aussi vous parler de cette histoire de film transgenre qui sera là pour représenter la France lors de ce fameux festival de Cannes. Vous savez, qui récompense les meilleurs réalisateurs, les meilleurs acteurs, les meilleurs films globalement du cinéma. Comment, comment vous ressentez effectivement ce festival en sachant que la France est représentée par un film transgenre, ouvertement LGBT+, qui est parfois une nécessité d'ailleurs pour gagner certains prix ou certains labels. Peut-être que je poserai la question à Scipion, parce que je crois que Scipion était chroniqueur de cinéma, ça me fait penser. Vous n'étiez pas chroniqueur de cinéma dans une autre vie, monsieur Scipion? Si, si, tout à fait, pendant 10 ans, chroniqueur de cinéma. Et d'ailleurs, j'ai vu la dégradation, hein, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais, je suis quelque part soulagé de ne pas devoir aller voir des films, ou ça sur les minorités sexuelles ou pro-migrants. Enfin, c'est vraiment la peste et le choléra. Et à choisir, je préférerais même le film gauchiste sans scène cochonne de sexualité minoritaire. Parce que évidemment, il ne faut pas espérer que ce soit pudique et délicat tant que ça puisse l'être. Donc, en effet, j'ai vu la dégradation d'ailleurs des films de 2011 à 2020, pardon, quand j'ai fait ce genre de chronique. Et c'est assez lamentable. Alors, il y a eu récemment un bon film cet été qui est Le Comte de Monte-Cristo. À ma grande surprise, il y a un film français de qualité, un très bon divertissement. Donc, histoire de ne pas être totalement négatif, c'est ce genre de film qu'il faudrait produire, donc on y arrive, et non pas des films de propagande extrêmement lourdes que personne va voir. Et de toute façon, ces fameuses minorités sont très communautarisées, hein. Du genre, le film sur les transgenres, ça n'intéressera pas les homosexuels. Enfin, c'en est vraiment là, donc il n'y a aucun public pour ça. C'est une propagande assommante et qui peut avoir des conséquences sur des adolescents ou préadolescents très fragiles, hein. Donc, c'est fameux adolescents transgenres, voire préadolescents, c'est assez monstrueux, hein, cette propagande. On détruit des corps, on détruit des équilibres psychologiques à vie avec ce genre de fantaisie. Donc il faut absolument cesser tout ça. Il y a des mesures de salubrité que prendrait une partie de la France. Et il faut noter d'ailleurs que la défense des valeurs familiales a complètement disparu, hélas, du RN, hein. Marine Le Pen a même voté pour la constitutionnalisation de l'avortement. Et comme on le sait, le RN est tout sauf un groupuscule néofasciste homophobe, hein, comme on le répète à LFI. Donc il y a une époque, je dirais, qui cultive une ambiance assez nauséabonde, hein. Donc moi je suis évidemment pour les bonnes mœurs et pour une création de films patriotiques, moraux ou avec un vrai sens artistique. Donc pour faire simple, exactement le contraire de ce genre
de film à prix, ou un film récemment sorti, promu par Arte, dont j'ai vu la bande-annonce, où c'est deux petites lesbiennes de 16-17 ans d'extrême gauche, une française et une allemande. Enfin bon, c'est ce genre de scénario assez insupportable, recopié à l'infini. Et je pense vraiment qu'il faut balayer tout ça un jour, balayer évidemment sans persécution sanglante ou autre, hein, comme nous accusent nos adversaires, mais vraiment revenir à la promotion de valeurs saines, y compris au cinéma. Et on a eu de très grands films jusqu'aux années 50-60, ou même des films de distraction. Il n'y a qu'à regarder Joe avec Louis de Funès, moi je trouve absolument hilarant, et Un sommet de comique, c'était il y a un demi-siècle, hein, c'est pas si vieux, et il faudrait revenir à ce genre de choses. Voilà mon avis là-dessus. Merci beaucoup, Scipion. Effectivement, il y a des livres, n'importe quoi, il y a des films intéressants qui sortent, et c'est dommage que nous sommes contraints de voir promus des films qui font la promotion de valeurs absolument opposées aux nôtres. La dernière actualité que j'avais trouvée, c'était effectivement que ces Oui, journées, je voudrais, Oui, je allez-y, voudrais Thomas. Oui, je voudrais préciser que voilà, il fallait bien. Il faut savoir comment ça se passe. En fait, pour les Oscars, c'est pour le meilleur film international. En fait, ce sont les pays qui proposent un film et puis il est sélectionné ou pas. Mais en fait, chaque pays propose un film. Donc là, évidemment, c'est le CNC qui a proposé un film et c'est vrai qu'il aurait pu, avec le Comte de Monte-Cristo, qui est quand même voilà, qui représente bien quand même l'esprit français, c'est tiré d'une œuvre d'Alexandre Dumas, et en plus qui a eu un succès populaire. Mais il fallait bien s'attendre à ce que ces salles gauchistes du CNC, encore, hein, vous allez dire, Thomas Joly obsédé par les salles gauchistes, mais oui, ils sont partout, ils sont partout. C'est comme on dit, ouais, le Parti communiste fait plus que quelques pourcents, mais en attendant, dans des pans entiers de nos institutions, comment on retrouve des communistes partout, et l'état d'esprit, enfin voilà, le marxisme pollue l'ensemble de notre société. Donc voilà, le CNC, évidemment, n'allait pas faire la promotion voilà, d'un film qui a un succès populaire. En plus, oulala, succès populaire, c'est l'Europe, pop, non, attention, il fallait mettre voilà, un bon film bien dégoulinant de wokisme, avec un bon gros travelot. Là c'était parfait. Là, fallait envoyer cet ignoble daube qui n'aurait sûrement jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu l'argent du contribuable. Vous savez quand même que l'aide à la création de ces films de merde, là, comme décrivait Scipion, avec des travelots, des gouines, ou des gens, des scénarios avec les migrants qui sont des héros, et les Français qui sont des sales fascistes qui veulent pas les accueillir. Bon voilà, ces films-là, il y en a... il y en a 13 à la douzaine à longueur d'année hein, qui sont payés avec votre argent. Voilà, ils payaient avec votre argent pour vous cracher à la gueule des Français. Eh bien, ces films-là, c'est 746 millions d'euros qui est versé tous les ans avec l'argent des Français pour faire ce genre de film. C'est quand même c'est intéressant de savoir. Et pendant ce temps-là, il y a des hôpitaux qui vont faire qui vont mendier, qui vont faire des cagnottes, qui vont vous demander des dons des particuliers pour acheter un scanner. Et pendant ce temps-là, on donne des centaines de millions d'euros pour financer des daubes que personne ne va voir, comme le précisait Scipion. Enfin bref, voilà, toujours pour dire que le cinéma français, là aussi, mais là, ce sera pas bien compliqué. Hein. Vous savez, on coupera les livres et alors là, tous ces voilà, ces saltimbanques crasseux qui sont vraiment voilà, le cinéma français, c'est vraiment le bout du bout de l'idéologie cosmopolite. En plus, voilà, ils savent, ils connaissent, ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent voilà, pour avoir les subventions, bah, le film doit avoir tel ou tel dans le scénario, voilà, à un moment, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un avec une sexualité déviante, il faut forcément qu'on parle, voilà, qu'on crache un petit peu sur le français de souche, il faut forcément qu'il y ait une multitude de diversité. On le voit aussi dans énormément de films, je sais pas si, bon, après,
vous allez dire que je digresse, mais c'est quand même assez intéressant. Maintenant, dans les films, plus jamais le héros est un homme blanc. Si le héros est blanc, c'est forcément une femme. Vous savez, ces femmes avec les gros flingues. C'est la femme. La femme qui est qui fait les scènes d'action. L'homme blanc est souvent ridicule, ou alors le méchant. Le méchant est toujours un blanc. Vous verrez. Et même s'il y a des noirs ou des arabes qui sont méchants, au-dessus, vous avez toujours un blanc qui est encore plus méchant, qui les a manipulés, qui est vraiment le méchant des méchants. Et alors, s'il est blond aux yeux bleus, c'est encore mieux. Donc, vous voyez, mais là, maintenant, c'est systématique. Tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Et vous avez systématiquement aussi dans le film, soit le personnage noir qui est toujours un sage, le noir est toujours le sage. Et aussi la femme qui prend les choses en main. C'est tout le temps une femme qui prend les choses en main, qui arrive par sa détermination, souvent ses capacités physiques à voilà, rouer de coups les méchants, ce genre de choses. Mais vous regardez les films, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps c'est la vaginocratie dans le monde du cinéma. Et maintenant, c'est presque systématiquement à chaque fois à croire que voilà, c'est pas du tout. Et ils font même ça sur des films historiques où ils vous expliquent qu'en fait, ce sont les femmes qui ont bâti notre civilisation. Enfin bon, c'est pas pour faire une minute misogyne, mais ça va tellement à l'encontre de la réalité qu'on essaie surtout de remplacer dans les films les hommes par des femmes. C'en est absolument ridicule. Je dirais pour preuve, regardez le nombre de vidéos que l'on peut voir où des femmes qui sont dans les forces de l'ordre, dans les interventions, où elles sont complètement dépassées. Elles sont complètement... D'ailleurs, ça met même en danger les autres policiers qui sont avec eux, parce qu'elles n'ont pas la capacité, bien souvent, d'être... voilà, dans l'action, dans le stress, eh ben, elles n'ont pas cette capacité qu'ont les hommes d'être beaucoup plus efficaces. Elles le sont moins, elles mettent assez souvent en danger la vie de leurs collègues. Et ça, on le voit, mais par contre, dans les films, c'est pas ça du tout. Hein. C'est attention, ça tire au flingue, ça impressionne les gens, ça fait baisser la tête des pires gangsters. Enfin bon. Voilà, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais enfin bon, ça fait très très longtemps que le cinéma français n'a pas grand-chose à voir, avec la réalité. Donc pour en revenir au sujet initial, c'était évident que le CNC allait évidemment proposer une dope pourrie qui, j'espère, ne sera même pas sélectionnée. Mais sait-on jamais, vous savez quand même que les Oscars se sont tellement eux aussi wokisés qu'il n'y a même plus de prix d'interprétation féminine ou masculine. Ils ont décidé qu'il n'y ait plus qu'un prix d'interprétation. Parce qu'il faut totalement différencier les hommes des femmes et les 2827 genres qu'ils estiment qui existent. Donc voilà, la cérémonie des Oscars. D'ailleurs, il y avait eu, je ne sais plus, ça Scipion doit le savoir mieux que moi, mais il y avait eu une année où ils avaient reproché qu'il n'y avait pas suffisamment de gens de couleur qui avaient été récompensés. Donc l'année suivante, il y avait quasiment que des gens de couleur qui ont été récompensés. Évidemment, aucune personnalité blanche ne s'est offusquée du fait qu'il y avait quasiment exclusivement des Afro-Américains qui avaient été récompensés. Donc voilà, a priori, dans tous les domaines, si les Blancs sont majoritaires, il faut absolument le dénoncer. Donc les Oscars, on en est là aussi. Donc les Oscars, c'est une institution qui est complètement dévoyée aujourd'hui. Donc ce serait peut-être même pas étonnant que le film français avec le Travelot, finalement, ait un prix. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre réponse, et je pense que les auditeurs seront ravis de celle-ci parce qu'ils pensent probablement la même chose. La majorité des Français d'ailleurs en ont marre de cette surreprésentation de tout ce qui est LGBT, etc. dans nos médias et dans nos œuvres culturelles. La dernière actualité que j'ai, ce sera pour vous, Scipion, séjourné, d'ailleurs justement on parlait d'LGBT il y a 2 secondes, séjourné l'ex, vous savez, c'est Gabriel, j'ai un doute, c'est Gabriel Attal. Thomas Joly, séjourné, c'est l'ex de qui déjà? Oui, c'était le mari, je crois, de Gabriel Attal, oui.
Oui, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Il me semblait bien. Alors, mon cher Scipion, on voit que Séjourné remplace Breton à la Commission européenne. Vous, je sais tout le bien que vous pensez de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement? Est-ce que cela va avoir un impact significatif sur la gestion de l'Union européenne? Alors, je pense que ça n'aura aucun impact sur la gestion de l'Union européenne puisque Madame von der Leyen est très directive et très centralisatrice, hein. Ses commissaires sont un peu là pour la figuration. Et c'est le problème avec Macron, c'est qu'il réussit à faire toujours pire, hein. Breton, c'était déjà quelqu'un d'incompétent qui n'avait pas réussi dans ses entreprises précédentes. Et là, il fait encore pire avec Stéphane Séjourné qui a de gros problèmes pour s'exprimer. Parce que quand on s'exprime mal, quand on bredouille, on bafouille, quand on emploie des expressions inappropriées, hein, il y a malheureusement pour lui, parce que c'est triste au fond, des vidéos qui circulent, on n'est pas ministre, alors il a été ministre des Affaires étrangères, ou on n'est pas commissaire, ce qui est l'équivalent de ministre au niveau de l'Union européenne, hein, avec un nom typiquement soviétique d'ailleurs, un commissaire, pour surtout pas dire ministre. C'était dans l'Union soviétique qu'il y avait des commissaires du peuple et pas des ministres. Donc tout ça pour dire que l'image de la France va encore baisser, hein, puisque c'est la contribution de la France à l'Union européenne, donc le fameux séjourné, et ça va franchement pas y aider. Et comme vous le savez, il faut quand même le dire, parce que nos auditeurs ne nous connaissent pas forcément, l'Union européenne, et a fortiori avec le chemin qu'elle a pris depuis une quarantaine d'années, j'en suis extrêmement critique, hein. Donc, on a l'impression, bah, comme le disait un peu Thomas Joly pour le gouvernement tout à l'heure, qu'il y a une prime à l'incompétence, hein. Il y a de toute façon une société au niveau général baisse, et en plus, les décideurs choisissent des incompétents, certainement pour pas se faire de l'ombre, hein. Donc, ces journées, typiquement, ne feraient jamais d'ombre à Macron, Macron qui doit avoir peur d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal, hein. Maintenant, il en est là. Donc je dirais, c'est l'ère des médiocres, hein, et partout, et souvent pris par des chefs autoritaires, hein. Donc von der Leyen est sûrement ravie d'avoir séjourné, qui ne s'opposera jamais à elle. Et comme je dis, ça arrive dans à peu près tous les partis. C'est une des dérives du RN d'ailleurs, qui est plus que des béni-oui-oui de Marine Le Pen, hein, qui est plus les fortes personnalités qu'il y a pu avoir des années 80 aux années 2000. Ou même chose, c'est Mélenchon, on choisit des gens qui parlent à peine le français pour être sûr que ce soit des députés godillots qui obéiraient parfaitement à Mélenchon. Donc en soi, je n'aime pas trop l'Union européenne pour le moins, mais je suis triste pour l'image encore dégradée de la France que ces journées va donner. Alors, je voudrais juste ajouter aussi le contexte. En fait, Monsieur Breton n'a pas été, on va dire, viré pour des motifs idéologiques. Monsieur Breton, en fait, a un peu comploté contre Ursula von der Leyen parce qu'il imaginait que Madame von der Leyen, qui n'est pas très populaire au sein du parti, je crois que c'est le PPE, le parti majoritaire européen, n'est pas très populaire, et il imaginait en fait qu'elle ne serait pas reconduite à la tête de la Commission. Et en fait, c'est Ursula von der Leyen qui a eu sa peau parce qu'en fait, Thierry Breton complotait ce qu'il s'imaginait bien à sa place. Et donc, voilà, ce sont les hyènes européistes qui s'entre-dévorent. Et donc, Emmanuel Macron a reproposé Thierry Breton pour être commissaire européen, et von der Leyen a mis son veto. D'ailleurs, elle a réussi à imposer ça à Emmanuel Macron. Il lui a dit, vous proposez quelqu'un d'autre, mais je ne veux pas de Monsieur Breton. C'est une petite vengeance, voilà, entre intrigants. Et donc c'est pour ça que Monsieur Breton, et s'en va, et il a fait quelques déclarations assez acrimonieuses vis-à-vis de Madame von der Leyen. Et il se trouve que M. Macron a proposé M. Séjourné. Alors, je ne suis pas certain que ses compétences soient très techniques et soient très politiques. On a plutôt l'impression qu'il s'agit de compétences, disons, cachées, on va dire, au grand public. C'est peut-être plus des choses qui se font
j'allais dire dans les antichambres, mais on parlera plutôt maintenant en 2024 de backroom hein, pour ce genre de performance. Et donc c'est pour cela déjà d'une part qu'il s'était retrouvé au Quai d'Orsay, il s'était retrouvé au Quai d'Orsay et apparemment sans même savoir parler anglais, je crois. Enfin bon, il connaissait même pas les usages. À un moment, il savait même plus qu'il y avait d'ambassadeurs français dans je ne sais plus quel pays. Enfin voilà, c'était absolument catastrophique. On aurait dit Rachida Dati qui arrivait. Rachida Dati, garde des Sceaux, qui faisait bourde sur bourde elle aussi. Et puis, comment là, on voit qu'Emmanuel Macron le propose euh, en tant que commissaire européen. Donc, si M. Benalla était encore au sein de la cour rapprochée de M. Macron, peut-être qu'il aurait proposé M. Benalla en tant que commissaire européen. Mais bon, voilà, dans l'histoire, on a vu un certain nombre de souverains qui donnaient des promotions ou des titres à leur maîtresse. Eh bien, là, je pense que M. Macron perpétue la tradition, même si nous sommes maintenant en République. Donc, je pense qu'il faut plutôt voir ça comme ça, parce que voilà, Monsieur Séjourné n'a pas grand-chose à envier intellectuellement à Monsieur Delogu, par exemple, hein, Delogu, je sais pas trop comment on prononce, mais donc voilà, on est à peu près quand même dans le même niveau, intellectuel, dans le même niveau de compétence. Mais voilà, c'est comme le disait Scipion, ça donne quand même une idée générale de l'état de délabrement dans lequel se retrouvent nos élites et même nos institutions, qu'elles soient françaises et même européennes. Merci beaucoup pour cet éclaircissement que nous n'avions pas forcément tous sur les compétences de ce monsieur Séjourné. En tout cas, moi, j'ai été ravi d'animer une nouvelle fois cette émission du Forum du Parti de la France. Vous êtes toujours nombreux à les suivre, surtout sur YouTube. C'est extrêmement rare qu'une émission fasse moins de 1500 vues, donc je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie également pour vos commentaires, qui sont très souvent pertinents et qui me font même des propositions parfois de thèmes à traiter en vidéo. Continuez ainsi, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet et notre page de dons. Nous en avons plus que jamais besoin pour améliorer la qualité de nos productions et pour organiser des événements auxquels on peut se retrouver, comme par exemple le Cochon Grillé qui était en Bretagne. Je remercie Thomas Joly, président du Parti de la France, d'avoir répondu brillamment à mes questions, ainsi que Scipion de Salme pour son expertise. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis rendez-vous dimanche 15h pour l'entretien avec Yanis Morio, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir Alexandre, au revoir à tous.